Bonjour à tous. Bonjour. Alors, et bienvenue dans ce 4e café connecté. Le public arrive progressivement. Hicham de Burenco est en train d'accepter tout le monde. Donc, ravi de vous retrouver pour cette 4e édition. Je vois qu'il y a du public qui arrive progressivement. On est déjà une quinzaine de personnes. Café connecté, donc numéro 4. Donc, on a certaines personnes qui avaient déjà vu les 3 premières éditions, d'autres qui découvrent. Donc, je rappelle très rapidement le concept des cafés connectés. Nous avons 2 startups qui vont présenter leurs entreprises, leurs innovations, avec Mathilde et Hélène qui sont là pour nous faire découvrir leur activité et se faire challenger par 2 experts, Olivier et Yannick, qui vont justement faire des retours d'expérience et challenger chaque entreprise sur leurs problématiques bien précises. L'événement, comme les 3 premières éditions, est organisé par Bureau & Co, IAE Startup Lab et les alumni IAE de Montpellier que je représente. Aujourd'hui, les startups, on va les voir, elles auront l'occasion de se présenter. Elles auront chacune 5 minutes de présentation pour vraiment bien détailler leur activité et nous faire comprendre ce qu'elles font. Je vais quand même, heureusement, présenter avant les 2 experts. Je suis ravi que Yannick Jassin, qui est cofondateur de Yop Digital, soit là pour faire son retour d'expérience. Merci Yannick d'être là. Donc, Yop Digital, tu l'as lancé avec ton associé en 2005. C'est un studio de développement web et applicatif. Aujourd'hui, l'entreprise est installée à Toulouse et Montpellier avec 50 salariés. Et la petite actu, c'est que vous avez lancé il n'y a pas longtemps MyFlex et ça permet de développer des projets applicatifs plus rapidement. Donc, c'est un starter pour ceux qui veulent lancer des applis. Olivier Pigois aussi. Pigois, pardon. Pigois, ouais. Pigois. Commençons bien. Pardon. Parce que je suis le doyen, Ça commence bien. Doyen de l'épreuve, donc on ne se trompe pas sur mon nom de famille déjà. Voilà, Olivier Pigois, donc alors ancien PDG d'ABC Système et Formation, spécialiste dans l'infogérance, dans les environnements du cloud public, serial entrepreneur, business angel et même maintenant à la tête de Bureau & Co à la serre à Malakoff. La serre à Malakoff. Voilà. Exactement. Donc, plein d'expérience à transmettre. Voilà, d'où mon âge avancé. C'est ça. Alors, l'habitude maintenant avec les cafés connectés, c'est le challenge qu'on me propose, c'est de trouver une petite anecdote sur le café. Et donc là, j'ai encore cherché, j'espère que je vais tenir le rythme, parce que là, c'est déjà la 4e, donc à force, on va peut-être s'épuiser. Mais là, cette fois-ci, j'ai trouvé un nouveau record. Un record qui est détenu par un Allemand qui s'appelle Robert Dahl. Et c'est le record de la plus grande collection de cafetières au monde. Alors, c'est assez fou, mais il a quand même 27 390 cafetières. C'est quand même hallucinant. Donc, bon, voilà, ça, c'était la petite anecdote café. Je pense que du café, elles en boivent aussi beaucoup, nos 2 entrepreneuses de la journée. Hélène, je te propose de commencer à t'installer, à ouvrir ton PowerPoint pour pouvoir lancer ta présentation. Et en attendant, j'explique un petit rappel de timing et un peu du concept sur le café connecté. Donc, vas-y, tu peux partager ton écran pour te mettre en place. C'est timé. Donc, Hélène, tu vas avoir 5 minutes de présentation. Ensuite, on aura 20 minutes d'échange, questions-réponses avec les experts, mais aussi avec le public. Le public, vous pourrez utiliser la fonction converser de Zoom là, pour poser vos questions. Et Julie de Bureau & Co pourra les parler. Ce sera votre voix, tout simplement. Et Jessica, elle, aura le chrono. Et donc, du coup, elle pourra délimiter les 5 minutes et ensuite les 20 minutes de questions-réponses qu'il y aura juste après ta présentation. Alors, Hélène, si tu es prête. Jessica, est-ce que tu es prête avec le chrono? Oui, prête. Super. Hélène, donc Hélène. Est-ce que vous voyez bien l'écran? On voit ton écran, on voit ton PowerPoint, présentation d'Incube Escape. Alors, Incube Escape, c'est une entreprise là, qui a 2 ans. Hélène, avant, elle avait déjà lancé un beau projet d'escape game avec sa sœur. Et Hélène, écoute, je te propose de te lancer et de nous en dire plus là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc déjà, bonjour à tous et merci de m'avoir convié à ce Café Connecté. C'est une première expérience pour moi, donc je suis ravie. Aujourd'hui, le but est du coup de vous présenter donc, ma société Incube Escape.
Donc, tout d'abord, ça a commencé avec, en 2016, la création de The Great Escape Game, un projet que j'ai démarré avec ma petite sœur, qui est un jour venue me voir en me disant « Écoute, j'ai testé un truc super, il faut que tu viennes essayer. » Et puis, l'aventure a démarré. Donc, pour ceux qui connaissent mal l'escape game, en fait, le concept, c'est d'être enfermé dans une salle en équipe de 3 à 6 joueurs et on dispose finalement de 60 minutes pour résoudre toutes ces énigmes et s'échapper. Le tout sous l'œil avisé d'un maître de jeu. Donc, depuis 5 ans, de Great Escape Game à Montpellier, nous avons créé 9-10 scénarios. Il y en a un 10e là, qui est en phase de conception finale. Nous avons reçu plus de 55 000 joueurs et nous avons généré donc un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires sur ces 5 ans. Donc, fin 2018, début 2019, Incube Escape. Donc là, cette fois-ci, c'est une société que j'ai créée en solo, où l'idée finalement, c'était de pouvoir répondre à la demande d'entrepreneurs ou d'investisseurs qui souhaitaient se lancer dans l'escape game, donc pour un business à part entière ou vraiment pour une activité annexe, et qui ne détenaient pas forcément toutes les clés. Donc, on a créé un concept qui est un concept clé en main, où nous nous occupons vraiment tout de A à Z, de l'installation des salles jusqu'à la formation, la création d'un site. Et aujourd'hui, nous avons ajouté l'autonomisation du jeu pour justement essayer de réduire un petit peu les coûts liés au maître du jeu qui est indispensable dans la gestion d'un escape game. Au départ, donc 2 options. Au départ, la formule achat qui très vite s'est transformée aussi en formule location. Donc, on propose vraiment les 2 options. La formule location permet du coup à ceux qui ont une enveloppe initiale de départ un petit peu moins importante, sur un contrat de 24 mois, finalement, ils vont pouvoir payer leur salle sur 24 mois. Je me suis rendu compte quand même que donc formule achat, formule location, tout ça c'est sur du long terme et je commençais à avoir des demandes d'escape game éphémères, donc des gens qui n'étaient pas forcément pour du long terme. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis ici, c'est ma volonté de répondre à cette demande, et évidemment de pouvoir élargir ma cible et mes potentielles parts de marché grâce à ce nouveau produit qui est du coup le cube éphémère. Donc, l'idée, c'est que j'envoie une boîte, un cube, un kit qui contient un scénario de jeu avec toutes les énigmes, de la petite décoration, de quoi mettre un petit peu d'ambiance, tout le processus d'installation. Les clients partenaires doivent pouvoir installer cette salle-là en 2 heures maximum. Et étant donné que moi, je ne peux pas me déplacer, l'idée justement, c'est de pouvoir diffuser partout en France, c'est de pouvoir vraiment le jeu grâce à une web app. Donc, qu'on a déjà plus ou moins développé, on est en train de réfléchir à de nouveaux paramètres. Donc, l'idée, voilà, c'est ça, c'est de pouvoir jouer la salle avec une autonomisation du joueur. Aujourd'hui, le constat, c'est que finalement, j'ai potentiellement un panel assez large de clients. J'ai les services municipaux, les parcs d'activités de loisirs, les sociétés d'événementiel, les centres commerciaux, les entreprises. Finalement, c'est un produit qui peut s'adapter à tous. Donc, malgré tout, la question du budget intervient. Quels sont les budgets d'avertissement selon voilà, les différents segments de clients? Et donc voilà, ma question ici et la raison de ma présence, c'est selon votre expérience, comment acquérir de nouveaux clients avec ce nouveau produit? Donc j'en appelle à vos commentaires et votre avis pour m'aider à mieux développer et à mieux commercialiser ce nouveau produit. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Super, merci pour cette présentation. Alors des fois, il y avait un peu de baisse de régime d'Internet, donc ça ralentissait la voix, mais alors j'ai à peu près compris, mais je connaissais le concept. Alors je ne sais pas si Olivier, Yannick, vous avez tout compris, mais sinon, de toute façon, la parole est à vous. Vous pouvez poser vos questions, essayer de mieux comprendre. Et je rappelle, dans le public, vous avez aussi la fonction converser pour poser vos questions ou faire des remarques. Et Julie sera votre voix. D'accord. Allez-y, Yannick, Olivier, allez-y, je vous laisse la parole. C'était clair en tout cas, et pour ma part, je pense avoir compris. J'ai quelques petites questions à te poser. La première, tu parlais de location. On est sur de la LOA ou sur de la location? Sur de la location. D'accord, ok. D'accord. Et au bout de 24 mois, tu calcules comment ton prix locatif? Comment ça se passe?
Alors, moi, mon idée à l'origine, c'est quand même de faire de l'achat parce que je m'assure une entrée de trésorerie évidemment beaucoup plus importante one shot. Maintenant, la location me permet de saisir des opportunités que je ne pense je n'aurais pu saisir sur de l'achat. Donc, en fait, mon but, c'est finalement de rendre les 24 mois sur la location vont coûter un petit peu plus cher aux clients partenaires que si c'est de l'achat. Après, en location, j'ajoute un service de gestion de stock. Dans l'escape game, il y a beaucoup de petites casses. Les joueurs ne sont pas toujours très tendres avec les énigmes. Et du coup, il y a pas mal finalement de gestion de stock. Et ça, du coup, c'est un service que j'ajoute à la location finalement pour justifier mon tarif qui est un petit peu plus élevé. Ok, ça coûte combien quand tu l'achètes? Nous, on a un prix de base sur toutes nos salles qui est à 25 600 € hors taxe. Ok, alors tu vas t'adosser à un partenaire financier du BNP Paribas Lease Group ou d'autres partenaires financiers et tu vas faire de la location financière. Comme ça, tu n'auras pas à avancer la trésorerie et tu seras payé à la signature du PV et tu n'auras pas de problème de cash. Parce que la plus grande difficulté sur une start-up, hein, quelle que soit l'idée, c'est d'avoir de la trésor. Si ton idée est fantastique et que tu n'as pas de trésor, tu vas mourir. Alors, il y a une petite précision, c'est que en fait, lorsque je fais de la location, à la signature du contrat, il y a une enveloppe initiale de 6 000 € hors taxe qui est à régler par le client partenaire et qui me permet quand même de financer une grosse partie de l'achat, en tout cas du matériel. Après, évidemment, il y a une partie de ressources humaines qui est à ma charge, mais je m'y retrouve pas mal. Donc, Donc, tu préfères avoir les 25 000 tout de suite ou tu préfères avoir 6 000? non, non, j'aime autant avoir les 25 Eh 000, ben, fais de la location financière. donc location financière. Voilà, je te dis, tu prends contact, on pourra en reparler, je t'enverrai des contacts divers et variés, mais le client signe un contrat de location sur 24 mois dans lequel il sera prélevé tous les mois ou tous les trimestres, terme échoir ou échu, tu vois ça, par une banque. Et toi, à la signature du procès-verbal de livraison du projet, tu seras payé 100% du produit, de façon à ce que si derrière ton client a une défaillance, c'est plus ton problème. Parce que ton modèle locatif, si demain ton client a une défaillance ou qu'il refuse de te payer tes prélèvements, tu fais comment? C'est le risque, exactement. Et donc là, tu minimises le risque. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, d'accord. C'est la première chose. Après, est-ce que tu pourrais me définir un petit peu quelle est ta stratégie et tes objectifs à moyen terme? Parce que tu as présenté ton projet, c'est certain. Je pense que tu n'es pas toute seule à faire ce job-là sur le territoire national, voire même sur la partie internationale. Donc, quelle est ta stratégie en termes de développement et quels sont tes objectifs à moyen terme? Alors, ma stratégie, je pense qu'elle réside sur le service qui est Je t'embête, hein. Ça peut pas être je pense. Une stratégie, elle est posée, c'est pas je pense. Il faut que tu aies une stratégie pour que quand tu ailles la Alors, défendre, tu ne puisses pas semer le doute à tes interlocuteurs. à mon client, tout à fait. Ma stratégie réside dans le fait que j'ai aujourd'hui un produit, en tout cas sur la location et l'achat, qui ajoute des spécificités que ne proposent pas mes concurrents. C'est-à-dire que le site Internet n'est proposé par personne d'autre et à l'heure actuelle, l'autonomisation partielle ou complète du jeu n'est également proposée par personne d'autre. D'accord, ok. Ça, c'est plus une argumentation commerciale qu'une stratégie. Excuse-moi, hein. Oui, 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 non, mais moi, je viens pas forcément de ce milieu-là. J'ai fait Sciences Po, criminologie, anthropologie. Et du coup, c'est vrai que Formidable. je réfléchis pas forcément selon les codes commerciaux de vente. Donc, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu Alors, votre ok. question? Est-ce que ta stratégie, c'est d'avoir un développement sur le territoire national? Est-ce que c'est de mettre en place un système de franchise? Est-ce que c'est de déployer ton offre au niveau européen? Et ça, c'est une stratégie. Et après, D'accord. les objectifs, tes objectifs, c'est de dire il faut que sur l'année 2021, j'ai déployé tant de sites, que j'ai attaqué
j'en sais rien, la Belgique, des pays francophones. Il faut que j'ai signé tant de franchises. Il faut que j'ai embauché tant de personnes. Il faut que j'ai fait une première levée de fonds. Et puis, mon objectif à long terme, je ne sais pas, 5 ans, c'est que j'ai tout revendu, que j'ai fait assez d'argent pour pouvoir vivre de ma passion qui est l'anthropologie et aller faire le tour du monde pour pouvoir profiter de mes connaissances. Je sais pas, voilà, tu vois, je te balance ça comme ça. Alors du coup, l'objectif du coup en termes de stratégie, c'est vraiment pour l'instant d'être sur le marché national français. Je me suis rendu compte qu'il y avait des régions qui étaient moins achalandées par les escape games et j'ai tout intérêt moi à aller dans ces régions-là parce que forcément, ça va mieux marcher pour eux. Aujourd'hui, des villes comme Toulouse, Bordeaux, Montpellier, c'est très saturé en escape game et du coup, moi j'essaie de me positionner sur des régions comme la Bretagne, l'Alsace, même en Corse éventuellement. Donc ça, c'est vraiment pour l'instant, je suis trop petite à mon avis pour pouvoir imaginer la déployer sur un autre territoire. Et pour ma stratégie à moyen terme, j'installe dans 3 semaines une salle dans une station de ski et j'aimerais vraiment développer le marché de la station de ski parce que ça vit maintenant l'été, l'hiver et c'est vraiment bon, pour plein d'avantages pour la météo, pour les vacances, le tourisme, etc. Là, j'aimerais développer du coup les stations de ski et les campings et de pouvoir du coup installer des salles d'escape game soit selon vraiment une réelle autonomisation du jeu parce que les maîtres du jeu, ça coûte cher, que ça demande un planning assez serré avec un roulement assez serré. Ce n'est pas toujours évident. En tout cas, c'est le premier retour que j'ai eu par rapport à ça. Donc là, voilà, c'est vraiment d'aller chercher cette cible-là, les stations de ski avec la nouvelle salle que je viens de créer, qui est vraiment spécifique aux stations de ski et qui plaît à une clientèle qui va venir du coup vraiment en station de ski, que ce soit l'été comme l'hiver, et puis les campings. Et tu gères la saisonnalité? Oui, oui, parce que finalement, en termes, nous, on s'est rendu compte quand on a ouvert à Montpellier, on était persuadé que l'été, on n'aurait personne, alors qu'en fait, l'été, ce sont nos plus gros mois de remplissage. Donc finalement, les joueurs qui aiment l'escape game, même ceux qui découvrent, peuvent faire un escape game qui fasse chaud, qui fasse froid, qui pleuve. On s'est Alors, rendu compte. je t'interromps, je reprends ma question. La saisonnalité, elle n'est pas en fonction des joueurs, mais elle est en fonction de tes clients. Puisque tu me parlais donc des stations de ski et des campings, même si les stations de ski travaillent mieux l'été maintenant que l'hiver, malgré tout, leur gros taux de remplissage est l'hiver. Donc, ils ont une saisonnalité qui, sur 12 mois, on va dire, ils bossent, si on prend une partie de l'été maintenant, 8 mois par an. Et dans ces 8 mois, il y a 4 mois de grosse activité et il y a 4 mois d'une activité qui va être légèrement moindre, qui est celle de l'été. Est-ce que tu vas travailler sur la gestion de la saisonnalité au niveau des loyers? Si je prends la partie locative, hein, parce que tu vas te retrouver avec des clients qui vont te dire votre offre, elle est géniale, elle me plaît, mais moi, je suis sûr de faire 100% de remplissage du mois de janvier au mois d'avril ou du mois de Noël jusqu'à Pâques. Ensuite, pendant 3 mois, je ne vais plus rien faire. Et puis, je vais bosser un petit peu en juillet, en août. Et puis après, septembre, octobre, novembre, jusqu'aux vacances de Noël, je ne vais pas encore faire grand-chose. Est-ce que dans ta présentation à tes clients, tu leur présentes un ROI en fonction de la saisonnalité? Parce que ça va être quelque chose qui va t'être demandé, hein. Oui, tout à fait. Et j'ai été confrontée justement à ces questions-là quand j'ai signé le client que j'installe là dans 3 semaines. Et alors, l'échange a été que, en fait, à l'origine, je lui avais proposé donc de l'achat. Comme il n'avait pas suffisamment de trésorerie, il a préféré partir sur de la location. Et là, étant donné qu'il y avait justement en effet ce souci de saisonnalité, je lui ai proposé du coup à terme de ces 24 mois ou en cours de contrat, c'est quelque chose que j'ai ouvert pour aussi obtenir le contrat, j'ai proposé une solution de rachat si du coup c'était quelque chose qui pouvait lui convenir. Donc ça permet, en fait, lui, d'après ce qu'il m'a dit, lui, finalement, en effet, il part sur 5 mois et demi d'ouverture. Après, il va essayer d'ouvrir un peu en soirée et le week-end, mais pour l'instant, il ne les a pas comptés, lui, dans ses calculs. Donc, il est parti sur 5 mois et demi. Il pense être rentable, suffisamment rentable sur ces 5 mois et demi de saison importante. Et par la suite, on a dit que finalement, on allait
voir comment ça se passait avec une possibilité de rachat. D'accord, ok. Je me permets de vous couper. Tu peux m'appeler ton On prénom? est juste à la moitié du temps. Il vous reste 10 minutes. Et j'arrête de parler, je laisse, parce que moi je suis un grand bavard et comme ça me passionne, je pourrais discuter comme ça des heures. Je laisse la parole à mon collègue. Et je me Non, fais- après, les questions étaient super intéressantes. Excuse-moi. Pas de problème. Merci. Alors moi, les questions que j'ai sont plus sur la partie éphémère. Donc, quel est le coût, le prix de vente d'une prestation pour un escape game éphémère? Éphémère. Alors là, je me base finalement sur des tarifs. Je sais qu'en moyenne, par exemple, sur de l'entreprise, pour des séminaires d'entreprise, ils sont prêts à payer entre 20 et 30 euros hors taxe par joueur. Ceci dit, ce n'est pas une activité, selon moi, que je vais pouvoir proposer au nombre de joueurs. Parce que finalement, une fois que j'envoie mon cube, autant de joueurs qui veulent jouer peuvent jouer. J'ai eu une demande du coup de la ville de Cavalère pour Halloween de l'année prochaine, où ils ont du coup un grand gymnase. C'est la ville qui organise l'activité. Donc, ce n'est pas une activité qu'ils vont refacturer à leurs clients, à leurs joueurs. C'est directement la ville qui finance cette activité. Et ils avaient un budget du coup de 7 500 euros hors taxe. Seulement, c'était pour une journée. Et je leur ai fait du coup une proposition de 2 locations de cubes, donc la même salle parce qu'ils veulent le faire dans les vestiaires du gymnase. Et j'ai j'ai proposé, en tout cas, mon devis était à 2100 euros hors taxe par cube. D'accord. D'accord. Et donc là, c'était juste le temps de la soirée ou de la journée. Et ensuite, les cubes te sont renvoyés? Comment ça marche? Donc là, l'idée serait de pouvoir faire envoyer mes cubes. Ils peuvent l'installer dès le vendredi matin. Ils peuvent faire jouer le vendredi en leur laissant accès finalement illimité au QR code pour avoir accès à l'application et donc pour pouvoir faire jouer la salle. Le vendredi, le samedi et le dimanche ou lundi en fonction du transporteur, je récupère mon matériel. Et j'ai facturé 2100 euros. Donc, c'était là, il y a quelques jours, je n'ai pas eu encore de retour. Je sais qu'ils avaient un budget de 7500 euros. Voilà, après mes tarifs, c'est aussi pour ça, j'en appelle aussi à vos avis, savoir est-ce que… Parce que je ne voudrais pas non plus passer à côté d'un contrat parce que je suis trop chère ou parce que finalement, c'est comme d'un point de vue de concurrence, comme il n'y a personne qui fait ça, j'ai du mal aussi à définir mes tarifs par rapport à la concurrence et aussi par rapport aux enveloppes qui sont allouées vraiment au divertissement en fonction des différents services municipaux, entreprises. Comme on n'a pas beaucoup de temps, ça serait très long à développer parce que c'est un vrai sujet. Ouais. Après, moi, il faudrait regarder ton business plan parce que si tu veux, pour définir des prix, il faut regarder ton business plan, combien tu veux gagner par opération. Parce que si ton objectif, c'est juste de dire il ne faut pas que je rate une affaire, tu vas tomber sur quelqu'un en face de toi qui ne va pas être tendre, excuse-moi l'expression, qui va te tordre en deux et qui va te récupérer le contrat à 500 balles alors que tu avais prévu de le vendre 5000. Donc, non, oui, ça c'est bien sûr. Tu vas tomber sur des professionnels qui vont voir. Moi, ton projet, il est super intéressant, il a l'air très excitant, mais il va falloir, sur ce que j'entends dans ta présentation, il va falloir que par l'expérience, que tu apprennes à être un peu plus dur et à faire rêver le client. Parce que quand tu vas l'avoir fait rêver, il sera prêt à acheter n'importe quel prix. Le prix, ce n'est pas un problème. Dès l'instant où on a envie d'acheter le produit. Si ton objectif, c'est de lui vendre et non pas qu'il l'achète, tu auras toujours tendance à vouloir baisser tes prix. Si à un moment, le client il a envie de l'acheter, tu vas renverser la situation et c'est là que le client va arrêter de négocier et c'est toi qui vas diriger le prix que tu souhaites lui vendre. Qu'il n'y ait pas de repère aujourd'hui, c'est à la fois une chance et une malchance parce qu'il n'y a pas de comparaison. Mais si tu lui présentes le projet avec son retour sur investissement et combien il va pouvoir gagner, les animations qu'il doit faire pour pouvoir le faire connaître, puisque tu as une communication qui doit être derrière mise en place par rapport aux gens que tu vas contracter, il va falloir que tu les aides aussi sur la com. Oui. Et dans un premier temps, cette aide, tu vas la fournir un peu gratuitement.
Et dès l'instant où ta notoriété va grandir, cette aide à la communication, il va falloir la facturer. Parce que toute la difficulté de nombreuses startups, c'est que quand tu vends du gratuit, le jour où tu veux le faire payer au client, c'est trop tard. Mm. Et autre élément, facturer c'est bien, encaisser c'est mieux. N'oublie jamais ça. Tout à fait. Si un client, tu le factures et tu ne payes pas, tu ne lui délivres pas la prestation. Oui, Jamais. ça, tout à fait. Ça, c'est comme ça à l'heure actuelle que ça se passe. Avant, j'ai un planning de virements et de règlements. Tant que je n'ai pas été réglé, il est hors de question d'enclencher quoi que ce soit et derrière d'installer. Et sur de la location, tu imposes le prélèvement. Pas de prélèvement, pas de location. Je mets en place des prélèvements CEPA. On est d'accord. Et si le client refuse, tu ne travailles pas avec lui. Tout à fait. C'est ce qui se passe. Des fois, les meilleures affaires, ce que l'on fait, c'est celles qu'on ne signe pas. Oui. J'arrête de parler, pardon. Yannick, tu rebondis là-dessus? Ou une autre question? Non, après, sur le coût du format éphémère, tu es rentable si tu proposes des tarifs tels que tu m'as parlé? Oui, parce qu'en fait, les salles que je vais proposer en format éphémère, elles sont déjà créées. En fait, ce sont ce qui va devoir être mis en place, c'est faire en sorte que mes énigmes puissent être facilement rangées, qu'elles soient hyper solides. Ça, c'est vraiment pas un souci. Donc, en soi, toute la réflexion, tout ce temps qui est mis pour faire les énigmes, etc., tout ça, c'est déjà fait. Ok, Ça fait du petit matériel, donc en soi, ça va me coûter très, très peu. Ce qui d'accord. ce qui va me coûter le plus cher, ça va être finalement dans la com pour vraiment essayer de déployer et de faire connaître ce nouveau produit. Mais Oui, c'est là où il y a un effort à faire. Ouais. oui, clairement, clairement. Je suis pas vraiment entourée. J'ai créé un compte LinkedIn que très récemment. J'ai vu, vide. Oui, j'ai vu ça. Voilà, ça, c'est vraiment une énorme lacune et carence. Et je sais très bien que si je veux, à l'heure actuelle, pouvoir développer, il va vraiment falloir que je sois très active et efficace, évidemment, sur les réseaux. Oui, parce que là, je vois que tu as un profil Facebook et un LinkedIn, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais. Alors, le profil Facebook, en fait, avant, je communiquais sur InCube via la page de The Great Escape Game. Donc, et j'ai changé ça là en tout début d'année. Il reste 2 minutes pour une dernière question, peut-être. Non, D'accord. je voulais te dire, tu vas avoir besoin de t'entourer de sales, mais aujourd'hui, tu n'as pas les moyens de payer des commerciaux à qui tu vas filer un fixe et puis un intéressement sur les contrats signés. Donc, j'ai un petit conseil. Rapproche-toi de l'APEC et essaye de trouver des cadres qui ont plus de 50 ans pour lesquels trouver du job, c'est compliqué et propose-leur des contrats d'apporteurs d'affaires. Parce qu'ils vont avoir une très bonne expérience. Tu vas cibler des types de profils qui ont une connaissance du marché, qui peuvent être des anciens cadres qui ont travaillé dans le domaine du retail ou des cadres qui travaillent pour des foncières mais qui aujourd'hui sont en train de licencier par rapport aux conditions sanitaires. Tu vas voir ces gens-là, tu leur présentes ton projet, tu les fais rêver. Il faut vraiment que tu les excites d'un point de vue mining pour qu'ils se disent « c'est génial ». Et tu leur dis « voilà, on signe un contrat et sur toutes les affaires que vous allez signer, je vais vous donner 10%, 20%, je ne sais pas, tu calcules ton business. Comme ça va t'éviter de sortir un fixe. À côté de ça, ces gens, comme de toute façon, ils sont demandeurs de l'emploi, ils vont créer un statut d'auto-entrepreneur et puis ils vont aller voir des gens qui connaissent à droite à gauche et ils vont aller promouvoir ton offre. Et à chaque fois qu'ils vont signer un contrat, tu les commissionnes. Ça va te permettre de développer rapidement une notoriété. Et ça va te permettre aussi de répondre à une problématique nationale qui est l'accroissement du taux de chômage sur les cadres de plus de 50 ans, qui pour beaucoup ont une compétence exceptionnelle, mais qui ne retrouvent plus de marché du travail, qui seront pour certains ravis d'aider une jeune dirigeante qui a un projet ambitieux. Et voilà, c'est un petit conseil que je te donne, creuse. Merci beaucoup. OK. Et Yannick, un dernier retour? Moi, ce serait sur la partie communication marketing. N'hésite pas à t'entourer soit d'alternants ou de stagiaires qui peuvent au moins te mettre le pied à l'étrier pour au moins la création de profils, faire des profils.
que ce soit voilà, Instagram ou autre, suivant tes cibles. J'ai un rendez-vous ce soir justement avec une jeune femme exactement qui fait Au moins, ça. ça te mettra au moins ça ouvrira un peu des chakras là-dessus et, peut-être même fidéliser la personne et pourquoi pas l'embaucher, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Bon Merci, courage, Hélène. Hubert, pour la Avec suite. plaisir. Merci beaucoup. Ben, alors là, c'était super. Alors du coup, tu vas pouvoir embaucher ou faire travailler des anciens commerciaux, des jeunes communicants. Génial. Donc là, du coup, je vais faire une petite transition parce qu'on va accueillir Mathilde de Budit. Donc tu vas pouvoir commencer à mettre ton PowerPoint aussi pour te faire la présentation. Si je devais conclure sur juste la première présentation, on a parlé de trésorerie, rentabilité, saisonnalité. On a parlé aussi de faire rêver le client. Et justement, Mathilde, transition toute trouvée, le client, en fait, elle le met au centre de tout et elle le fait parler pour les marques. Tu as un Exactement. PowerPoint à nous montrer? Oui. Mathilde, donc du coup, fondatrice de Budit, avec Budit, le client est roi, comme c'est marqué sur la slide. Jessica, tu es prête pour le timing? Jessica, si tu as ton micro. Oui, c'est bon. Allez. Mathilde, tu es prête? Yes. Allez, donc c'est parti pour 5 minutes de présentation et on enchaînera avec 20 minutes d'échange avec nos deux experts. Ok. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Mathilde Perrault. Je suis la fondatrice de Budit. Alors, j'ai créé Budit pour remettre le consommateur au centre des stratégies des marques. L'objectif avec Budit, c'est de donner une voix et une importance aux consommateurs et de permettre aux marques d'entendre cette voix et de la prendre en considération pour améliorer leur expérience client. Donc, j'ai créé Budit avec mes associés Guillaume et Thomas il y a 3 ans. On est présent physiquement à Paris et à Montpellier. On a des partenaires financiers et corporate et institutionnels et on n'a pas encore fait de levée de fonds. Donc, comment ça fonctionne? On a développé une communauté de consommateurs que nous appelons les buddies. Donc, les buddies, ce sont les potes des marques qui leur permettent d'améliorer l'expérience client. On a développé une application mobile qui les géolocalise et qui leur permet de répondre à des questionnaires depuis les établissements des marques pour les aider à collecter des informations sur leur parcours client. Derrière, on a créé une plateforme web, donc un tableau de bord qui permet aux marques de gérer leur campagne d'études marketing et aussi de visualiser en temps réel toutes les données concernant l'expérience de leurs clients depuis leurs établissements de manière exhaustive et en très peu de temps. Cette plateforme leur permet aussi de partager toutes ces données avec les collaborateurs qui sont présents physiquement dans les points de vente pour mettre en place des actions concrètes pour améliorer l'expérience client en fonction des retours des buddies. Donc, la première solution qu'on a développée s'appelle Qualit. Ce sont des audits qualité. On s'est basé sur l'enquête mystère pour créer ce produit. Donc, l'objectif, l'idée en fait avec Qualit, c'est d'envoyer un buddy de manière régulière dans tous les établissements d'une marque, donc tous les mois, tous les trimestres ou tous les semestres, pour faire un compte rendu de la qualité de service de cet établissement afin de permettre à la marque d'être complètement, d'avoir une qualité de service qui soit semblable d'un établissement à l'autre et d'une région à l'autre. Donc ça, c'est une solution qu'on a commercialisée depuis plus de 3 ans. On a commencé à la commercialiser avec les CCI de l'Hérault qui ont été nos prescripteurs auprès de commerçants. On est aussi partenaire de CCI d'Île-de-France et de Nice. On a aussi signé avec des franchises comme les comptoirs de la bio pour lesquels on envoie un buddy à chaque ouverture d'une nouvelle franchise pour s'assurer de la qualité de service d'une nouvelle franchise et un petit peu orienter le franchisé dans son développement. On a signé des contrats avec des marques comme Smartbox. Donc on a signé un contrat de 2 ans avec eux. Ou alors, et aussi des groupes comme la Française des Jeux avec qui on a signé sur 500 points de vente. Donc, Qualit, c'est une solution qui fonctionne bien. Mais pendant le confinement, on a sorti une autre solution pour répondre justement à ce confinement et continuer à travailler. Check-it. Donc, on a lancé Check-it. Check-it, c'est une solution qui fonctionne de la même façon. Avec une application mobile, on interroge les consommateurs, sauf que, à contrario avec Qualit, où on demande aux consommateurs de se rendre dans un point de vente pour répondre à un questionnaire,
Ici, avec Checkit, on leur pose des questions sur leurs habitudes de consommation, sur leurs opinions, depuis chez eux, leur lieu de transport, leur lieu de travail. En fait, on ne les géolocalise plus, on leur pose simplement des questions pour faire des études de marché, des études consommateurs, des tests consommateurs sur des nouveaux produits, des nouvelles offres, des services en ligne ou des packaging. Donc, ma problématique aujourd'hui, c'est que j'ai développé un pipe commercial depuis 3 ans sur des retailers qui sont aujourd'hui en difficulté et qui réduisent leurs investissements marketing. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de trouver un nouveau marché qui ne soit pas forcément des retailers, qui ont des besoins en études marketing et une différenciation par rapport à ces panélistes qui contiennent un panel important avec de nombreux consommateurs. Donc, ma stratégie aujourd'hui que je suis en train d'identifier, ce serait celle-ci. Éventuellement, peut-être proposer un produit qui soit des études marketing auprès d'un profil type, un profil un petit peu atypique, comme par exemple, en ce moment, on travaille pour une banque en ligne et on recherche des auto-entrepreneurs pour répondre à une enquête. Ou alors, j'ai été sollicitée par un institut de conseil régional qui cherche en fait des profils de propriétaires de bateaux. Voilà, donc ma question, c'est quel marché, quelle différenciation, que pensez-vous de cette stratégie? Et je suis à l'écoute de votre expertise. 5 minutes pile. Comme j'ai pris tout à l'heure beaucoup de temps de parole et que je me sens mal à l'aise Non, il n'y a pas de problème. de mon collègue, je laisse commencer parce que si je démarre, je vais avoir du mal à m'arrêter. Donc, Non, mais il n'y a pas de souci. Merci Olivier. Allez, c'est parti Yannick. Ouais, donc, moi, je cherche à comprendre un peu mieux comment fonctionne votre business model actuellement. Alors, les marques nous sollicitent pour Ouais. avoir des retours de la part de leurs consommateurs. Donc, pour Qualit, en fait, c'est en fonction du nombre de répondants. Nous, on leur propose des devis en fonction du nombre de répondants dont ils ont besoin et ça concerne aussi le nombre d'établissements, le nombre de personnes par établissement. Donc, c'est eux qui nous sollicitent. On leur fait un devis en fonction du nombre de retours souhaités. On réalise l'enquête et on rémunère les buddies qui participent à nos enquêtes. D'accord. tu les rémunères comment? En cash. Et c'est quoi la rémunération de vos buddies? Alors, c'est quelques euros ou quelques centimes, ça dépend du type de questionnaire. D'accord. Donc là, tu m'expliques que pour pouvoir faire en sorte que les gens répondent, on leur donne de l'argent. Oui, pas forcément. Il y a certaines enquêtes qui ne sont pas rémunérées. Ok. C'est extraordinaire. Ok. Je te laisse la parole, excuse-moi. Oui, pas de problème. Et est-ce que ces résultats d'enquête ou ces commentaires sont plugués à des fils de commentaires connus, type, je sais pas, ce qu'on retrouve sur Google, ce qu'on retrouve un peu partout, sur TripAdvisor ou autre? Alors ça, ce sont des projets qu'on a avec des startups de la région qui permettent de faire ça. C'est un projet qu'on a et qu'on a mis en stand-by en fait à chaque fois qu'on fait des améliorations sur notre plateforme, on attend que ce soit demandé par nos clients pour le mettre en place. Mais c'est un projet. D'accord, vous fonctionnez par itération, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Très bien. Et donc là, vous rayonnez nationalement? Comment ça marche? Oui, nationalement. Et avant le Covid, on avait des sollicitations pour s'étendre à l'Espagne. Mais pour l'instant, on est uniquement en France. Bon, après, c'est vrai que c'est une période un peu particulière. Au niveau du traitement des données, comment vous gérez ça? Parce que j'ai téléchargé votre appli, en fait, et il y a quelque chose de pas clair au niveau du traitement des données. Est-ce que vous les conservez? Parce qu'il y a un lien en fait de géoloc Oui. via identifiant, donc il y a pas mal de données personnelles. Oui. Comment vous gérez ça actuellement? Alors, les données personnelles ne sont pas transmises aux marques. Les données qui sont vendues aux marques, ce sont les données que les buddies collectent pour les marques. Et donc, en ça, ils sont rétribués pour les données qu'ils acceptent de vendre aux marques. Après, toutes leurs données personnelles ne sont pas collectées. La géolocalisation, elle sert uniquement
à empêcher le fait qu'un buddy puisse répondre à une enquête terrain sans qu'il ne soit sur place. Donc, mais pour les missions de check-it, on n'enregistre pas la géolocalisation finalement. D'accord. Et donc, en gros, l'indicateur pour que le buddy fasse bien son travail, c'est surtout la géoloc. Surtout la géoloc. Après, il y a un traitement manuel de notre part. Nous, on vérifie que les questions elles soient bien cohérentes. On vérifie, donc il y a toujours une prise de photo aussi, en plus de la géologue, pour être sûr que la personne est bien sur place. Et ensuite, ça dépend des enquêtes, mais la plupart du temps, on appelle la personne pour avoir un petit peu un feedback de la mission, de la visite en point de vente, pour avoir un ressenti sur la visite. D'accord, ok. Excuse-moi, est-ce que vous attaquez les foncières? Les foncières, c'est-à-dire? C'est-à-dire Unibail-Rodamco, Imochan, Altarea, Cogedim, les gens qui sont propriétaires aujourd'hui des centres commerciaux. Oui, on a des prospects sur ce secteur-là. Et parce qu'ils sont en grande difficulté aussi, mais ce n'est pas depuis le confinement et ni depuis d'ailleurs la crise sanitaire. Ils sont en difficulté depuis quelques années puisqu'ils ont un souci qui est lié au fait d'aller chercher des marques qui soient leaders dans les centres de façon à ce que les clients viennent dans les centres commerciaux, puisque on a plutôt tendance de plus en plus à fuir le centre commercial avec les achats en ligne et puis la proximité qu'elle est remplir. Donc, pour eux, c'est une vraie problématique d'avoir une analyse au niveau des marques. Donc, comme vous allez toucher les marques, c'est bien aussi d'aller toucher les foncières. Je ne sais pas comment ça réagit. Tu me parlais de prospects. Vous avez des sales donc, qui viennent attaquer les clients. Comment ça se passe? Enfin, les prospects. Alors nous, le principal sales, c'est moi et j'ai aussi mon associé Guillaume. On a des partenariats avec des centres commerciaux au niveau de notre incubateur à Paris. Et aussi, on en a rencontré sur des salons avec qui on est en discussion. Pour l'instant, ça n'a pas signé, mais on est toujours en discussion. En fait, c'est un service qu'ils souhaiteraient proposer aux marques qui sont présentes dans leurs centres commerciaux. D'accord. Ils souhaiteraient le proposer. Pourquoi ils ne le proposent pas? Parce que c'est soit trop cher, soit ils l'ont déjà fait, ils ne le font plus. Voilà, la plupart du temps, c'est plutôt une question de budget. D'accord, ok. Votre système de géologue, c'est quoi? C'est du NFC? C'est quoi? Non, non, c'est avec le GPS. D'accord, ok. Ça marche. Est-ce que vous vous êtes rapproché des gens comme Carrefour, des gens comme Groupe Casino, des gens comme Leclerc? Oui, Super U, Intermarché. Comment ça résonne? Alors, on a des concurrents sur Qualit. Et les concurrents, donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une application mobile, on envoie des gens dans des points de vente pour faire un état des lieux de leur expérience client. Pour tout ce qui est Carrefour, grande surface, etc., en fait, on y va par obligation, on n'y va pas pour vivre une expérience comme on va dans un resto ou dans un point de vente ou dans un Cat Coffee ou un truc comme ça. Donc, du coup, le business model sur ce type de client-là, c'est pas forcément le client. Le client n'est pas forcément la grande surface, c'est plutôt les marques type Nestlé, Coca, etc., qui ont besoin d'avoir un retour sur leur merchandising, leur stock, les prix pratiqués dans ces centres, dans ces grandes surfaces. Et là-dessus, on a beaucoup de concurrents qui sont déjà bien installés. Donc, ce n'était pas notre souhait d'aller sur ce type de clientèle-là. Si on s'attaque aux géants Casino et aux Carrefour, ce sera plutôt sur leur galerie marchande. Oui, mais avec la crise sanitaire, la galerie marchande, elle va disparaître. Enfin, d'une manière ou d'une autre, au niveau de la consommation. Vous êtes tous, pour la plupart, beaucoup plus jeunes que moi. Vous avez 30 ans de moins que moi. Votre modèle de consommation, il n'est pas spécialement d'aller dans un centre commercial pour aller consommer. Quand vous avez besoin de consommer, vous vous mettez en ligne et vous achetez ce dont vous avez besoin. Si vous avez un compte Prime sur Amazon, on est livré le jour même. Enfin, on est aujourd'hui dans l'instantanéité. C'est pour ça qu'il faut quand même aller voir toutes ces marques, parce que ces marques,
elles vont finir par mourir. Si elles ne se réinventent pas, et c'est le cas d'ailleurs Carrefour qui a signé des accords avec Google pour travailler de plus en plus sur une offre de digitalisation. Ces grandes marques sont en train de revenir sur des commerces de proximité. On voit arriver de plus en plus de petits magasins dans les centres-villes où les jeunes, si je prends notre exemple à Paris, où les jeunes, quand ils ont besoin d'aller faire des courses, ils descendent les escaliers, ils vont dans le petit magasin d'en face, c'est le petit Franprix, c'est le petit Monop, Daily Monop ou le petit Carrefour et ainsi de suite. Mais malgré tout, il va falloir les fidéliser. Et je pense que c'est une démarche que vous devriez il faut leur faire prendre conscience de ce qu'ils savent. Mais pour beaucoup de ces grandes firmes, ils ont des dirigeants à leur tête qui sont des gens de qualité, qui savent diriger une entreprise, mais qui sont de toute façon sur une fin de carrière et qui savent que les emmerdes, c'est pas eux qui vont les vivre, ça sera le suivant. Et c'est aussi aux gens du marketing qui ont des budgets de plus en plus faibles de le faire savoir. Alors, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas d'aller déstructurer la vie d'une entreprise qui aujourd'hui qui gagne de l'argent. C'est difficile de leur dire demain vous allez mourir si vous n'êtes pas capable de vous réinventer. Mais c'est un peu le discours qu'il faut leur tenir. Et Alexandre Bompard, qui a rejoint il y a quelque temps le groupe Carrefour, c'est ce qu'il est en train de faire. Je vous parlais de marque, vous prenez un groupe comme Fnac Darty qui ne sait même plus comment vivre. Enfin, c'est pas qu'ils ne savent pas comment vivre, mais ils ne savent plus quel partenariat faire pour essayer de continuer à attirer des clients dans leurs enseignes. Ils ont signé un partenariat avec Citroën pour vendre leurs voitures électriques. Ils ont signé un partenariat dernièrement avec Cyclofix pour dire, tiens, si on proposait aux gens de venir faire réparer leur vélo électrique chez nous, demain, ils vont signer un partenariat avec je ne sais qui d'autre. Ça tire dans tous les sens. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie. Il faut aussi que vous ayez, en plus de votre offre, apporté du conseil. Et du conseil, ça se vend. Et une fois que vous allez apporter du conseil dans vos entreprises, chez vos clients, à travers du consulting, vous allez pouvoir déployer votre offre. Ça peut être aussi une autre démarche. Ok. On arrive à 10 minutes. Alors là, juste… donc là, on est surtout passé, on se concentre beaucoup sur Qualit, alors que cette solution, on la vend déjà et ça fonctionne plutôt bien. Après, il y a des améliorations à faire, c'est sûr, mais j'aimerais là, j'ai vraiment une problématique plutôt sur Checkit, où ma problématique, c'est quelle différenciation par rapport aux autres professionnels dans les instituts en ligne et quel marché, puisque là, mon marché, il est essentiellement retail. Donc, ce que j'ai commencé à cibler aujourd'hui, j'avais imaginé en fait aller du côté de la presse pour vendre des études en ligne. Vous me direz ce que vous en pensez. La presse, ils vont encore moins bien que le retail. Ouais, là, c'est pas terrible. Non, mais perds pas ton temps. J'ai le monde, il est en réanimation aux hôpitaux de Paris. Je fais une analogie avec ce qui se passe en ce moment. Le groupe Figaro, c'est la même chose. Le groupe Figaro, je les connais très bien, les gens de la presse. Ils ont investi il y a quelques années à fond sur les agences de voyage. Ils ont racheté des agences de voyage en masse. Je peux t'assurer qu'en ce moment, vu les circonstances économiques et comme plus personne voyage, le Figaro, excusez-moi l'expression, il serre les fesses. Donc ça va, il y a le groupe Dassault derrière qui est là pour renflouer, mais ça perd de l'argent de manière drastique. Le Parisien, ça a été racheté par LVMH, les Échos, ils pleurent. La presse, qu'elle soit la presse quotidienne régionale ou alors la presse magazine, c'est une cata. C'est pas le bon cheval. Ok. J'ai 3 chevaux. La presse, le deuxième, ce sont les instituts de conseil et les instituts d'études. Et les troisièmes, c'est les marques, les annonceurs en fait. Puisque là, en ce moment, on travaille avec une banque en ligne et on a été sollicité par une agence de consulting. Donc voilà, c'est un petit peu les cibles que j'avais imaginées. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là-dessus, moi, je n'ai pas assez de connaissances ni d'expérience de votre métier pour pouvoir apporter un regard critique. Tu parlais de vente en ligne. Est-ce que des gens comme vente privée, ça peut potentiellement être des clients? Oui, après, pour moi, en fait, je pense que tout le monde peut être client du moment qu'on a besoin de faire des études marketing. Et à mon sens, tout le monde en a besoin d'en faire
à un moment Mais donné. alors, sur le principe, tu as raison. Quand tout le monde gagne beaucoup d'argent, on va tous faire du market. Quand les entreprises gagnent plus d'argent, le premier sujet qui est supprimé, c'est le marketing. C'est mon La com et le problème. marketing, c'est le parent pauvre quand les entreprises ne gagnent plus d'argent. Alors, ce qu'il faudrait peut-être, c'est de vous dire quelles sont les activités aujourd'hui où on gagne de l'argent et qui seront prêts à continuer à mettre du budget dans le marketing. Eh ben, digital. Donc, Il y a la partie mutuelle bancaire hein, qui fonctionne très bien actuellement. Ok. mutuelle, banque, le digital, comme tu l'as dit, commerce de proximité. Il y a des commerces de proximité qui vont très, très bien, mais qui sur la partie marketing digital, sont complètement à l'ouest. Et tu peux avoir des petites enseignes hein, qui commencent à se développer. Il faut aussi capter toutes les startups qui font une première levée de fonds, alors, sans te parler des licornes, où là, c'est peut-être déjà trop tard. Mais il faut que vous puissiez être à l'écoute du monde, donc des startups qui font des levées de fonds. Je pense que vous devez l'être, hein, mais c'est un sujet sur lequel il faut être très présent. Peut-être qu'il faut aussi, je ne sais pas, hein, organiser, comme on le fait aujourd'hui, des webinars dans lesquels vous présentez votre offre. Peut-être qu'il faut… et puis, un élément très important, je ne sais pas si vous le faites, faites témoigner vos clients. Les clients qui sont heureux de travailler avec vous, faites-les témoigner. Vu les grandes marques que vous avez, peut-être qu'il faudrait créer un club de vos clients que vous allez réunir une fois par mois, une fois par trimestre pour présenter les évolutions de vos offres et pour les faire pitcher aussi sur qu'est-ce qu'ils attendent, comment on peut mieux travailler ensemble. Et ça, après, vous le diffusez. Ça marche très, très bien. C'est Dans les clairement une startups, conversation. dans les startups, moi, dans lesquelles j'ai eu le plaisir d'investir, quelques-unes qui, comme vous, avaient des très, très, très belles marques, ont créé un club des clients. Et moi, j'ai été vraiment bluffé par l'implication. Et les clients étaient des marques comme les vôtres. Leurs acteurs étaient des gens du marketing comme les vôtres. Et ils prenaient vraiment beaucoup de plaisir à venir pitcher sur le sujet et à travailler ensemble sur le développement de l'offre. Donc, Alors, c'est un vecteur aussi de croissance. désolé, je coupe parce qu'en fait, je reçois un SMS de Mathilde qui me dit qu'en fait, son ordinateur s'est éteint en cours de route et donc, du coup, elle est en train de revenir. Et moi, je viens d'avoir la même chose. Donc, pareil, j'ai loupé les aléas du direct. C'est comme ça. Moi, jusqu'ici, il fallait que ça nous arrive hein, au 4e Café Connecté. Ça arrive où il y a 2 ordis qui plantent en même temps. Du coup, il nous restait 5 minutes à peu près, mais j'arrive pas à t'envoyer de message. Bah, C'est normal, voilà. son ordinateur, il était off. Voilà. C'était une belle marque internationale qui a le monopole, qui fait partie des GAFA, qui vend des ordinateurs qui finalement font un écran gris en plein milieu d'un Zoom. Voilà, voilà. Du coup, et j'espère que Mathilde va pouvoir revenir aussi dans la visio. En attendant, moi, ce que je propose, c'est, je vais vous mettre les liens aussi des sites pour vous retrouver sur Lasser, à Malakoff et Yop Digital. Comme ça, en fait, on pourra avoir aussi des infos sur nos experts. Puisqu'on voit que… Merci. On voit que vous avez des certaines connaissances, mais c'est bien aussi de vous retrouver sur Internet. Donc, je vais mettre ça tout de suite dans la conversation. Hop. Alors, Bureau & Co et Lasser, c'est tout neuf en plus, hein, il me semble. Hein. Ah oui, on a ouvert il y a un mois. Donc, espace de coworking Malakoff Lasser. Et c'est dans le lien, dans la conversation. Et Yop Digital, pareil, j'ai mis les 2 liens dans la conversation, comme ça tout le monde peut y aller. Et c'est vrai que là, je pense, je parle pour ma paroisse, mais sur l'ouverture du centre, on a quelques jeunes startups qui se sont installés, et puis des coworkers, puisqu'on a la partie bureau et de la partie cowork. Et moi, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à partager avec tous ces jeunes entrepreneurs sur leur business model, leur développement. Je leur partage, comme les vieux cons, mon expérience, et puis ils prennent ce qu'ils veulent.
Ouais, bah, écoute, on a vu une partie du partage d'expérience aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant toujours. De toute façon, c'est ça qui fait le bénéfice de tous ces, enfin, des espaces de coworking, hein. Quand on est plusieurs dans un même lieu, les incubateurs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as l'expérience des autres entrepreneurs qui sont autour souvent, bah, en plus, les gérants de l'incubateur ou de l'espace de coworking sont là et sont aussi des entrepreneurs. Donc, du coup, permettent de partager ces tips et c'est toujours hyper intéressant. Même nous, on apprend des jeunes, hein, clairement. Alors, bah voilà, alors, du coup, bah ça revient sur les conseils du démarrage, embaucher des anciens sales et des jeunes communicants. Chez Yob, comment ça se passe? Avec les jeunes, du coup? Allô? Oui, je suis Ah, désolée. Mathilde. Et de nouveau là. Bah, on était en train de parler de l'expérience acquise grâce aux gens qui sont dans les incubateurs, enfin dans les espaces de coworking aussi autour, et des jeunes qui bossent avec nous. Ok. Mathilde, t'en étais où alors sur ce que l'on disait? T'as coupé où? Alors, mon ordinateur, il est complètement buggé et je me suis arrêtée aux startups en levée de fonds. Ouais, je te parlais des startups, des levées de fonds. Je te disais, je t'ai parlé des clubs des entrepreneurs, des clubs de clients. Tu l'as entendu ou pas? Non. Je te disais, vu les marques que vous avez, moi j'ai une petite expérience en tant que business angel sur différentes startups où pour certaines, on a créé des clubs de clients. Et vos clients étaient grosso modo les mêmes marques et les mêmes interlocuteurs, donc le marketing. Et vous réunissez une fois par mois ou une fois par trimestre, peu importe, vos clients préférés et vous créez un club. Et dans ce club, vous allez échanger sur l'évolution et la stratégie et votre vision du marché et eux, comment ils reçoivent et quelle est leur vision aussi du marché. Ça va être interactif. Ensuite, vous enregistrez, vous postez et vous allez voir que naturellement, ça va potentiellement vous amener d'autres prospects. Ok. Il faut Et que vos premiers clients, il faut que vos quels premiers sont… vendeurs soient vos clients. Ok. Et ces clients, ils participent volontiers à ce genre Bien sûr. Ce qu'il d'atelier? faut faire, par contre, bon, c'est de faire un petit déj. Il faut les faire venir. Moi, je prends ma petite expérience de Parisien, hein, où c'est encore plus difficile de faire venir les gens parce qu'ils sont sollicités dans tous les sens. Donc, ils ont du mal à venir. Mais si tu présentes le côté, on crée un club des utilisateurs, donc de la marque. C'est déjà un privilège pour vos clients de faire partie de ce club des utilisateurs. Et vous réunissez ces gens-là une fois par mois, une fois par trimestre, le rythme, je vous laisse le définir, autour d'un petit déjeuner. Et vous allez avoir à chaque fois une thématique dans laquelle toi, un de tes associés, vous allez faire le cérémonial naturel, présenter tout le monde, puisque à un moment, il faut que vous ayez aussi un rôle de géo. Je parle géo versus Club Med. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez le fédérateur de l'union des personnes présentes. Ces personnes qui vont être là, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas un d'entre vous qui fait le trait d'union, ils vont tous se regarder en chien de faïence et pour certains, ils ne vont pas oser se parler. Donc, il faut que vous puissiez créer le lien et le liant. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est dans le côté café, pain au chocolat, enfin peu importe, et avoir toujours un regard pour celui qui va être isolé. Parce que pour celui qui est isolé, il est sans doute très, très compétent, mais il n'ose pas se mélanger. Donc, il faut aller le chercher comme le chien de berger pour le ramener dans la meute. Ça, c'est important. Et ensuite, vous présentez vos outils, vous présentez votre stratégie, vous présentez les innovations et vous faites en sorte que les gens qui sont en face participent. Mais vous leur demandez aussi de vous aider. Parce que vos clients sont tout à fait capables de le faire. Et s'ils vous aiment, ils vous aideront. Et ils vous aideront aussi à en parler. Et n'oublie pas aussi que dans les gens du marketing, ils changent régulièrement de boîte. Oui. Et quand ils changent de boîte, s'ils sont contents de toi, ils te rappelleront pour retravailler avec toi. Ça, Oui. c'est très fréquent. Mais il faut que tu crées vraiment ce lien. Vous êtes dans une profession où on se tutoie tous. Donc, il faut créer ce sentiment d'appartenance. Il faut que vos clients, à un moment, ils aient le sentiment aussi d'appartenir à votre entreprise. Ok. Du coup, il nous reste quelques minutes. Il restait 6 minutes avant la coupure. Donc là, on est à 3 minutes de la fin. Si vous voulez une dernière question. Moi, je me tais.
Yannick, est-ce que tu as des choses à ajouter, des remarques, peut-être des conseils aussi pour le développement de Check-it? Non, j'ai l'impression que tout a été dit. Pour moi, ça a été un peu sur la même méthode, hein, le bouche-oreille a beaucoup fonctionné pour nous, pour qu'on puisse se développer, être en relation avec des décideurs qui changent de boîte. Nous ont permis clairement de conquérir de nouveaux marchés. Après, qu'est-ce que j'ai fait comme petite question? J'ai repéré un petit bug sur votre application. Bon, là, c'est Ouais. des formations professionnelles. Si on va dans votre application sur les conditions d'utilisation, on tombe sur une erreur 404. Ah d'accord, ok, je vais regarder. Juste pour info. Comme ça, au passage, on a débugué l'application. J'ai testé juste avant la visio et je suis tombé là-dessus par hasard. Hein. Ok. Et après, sur la partie, bon, je reviens un peu sur Qualit, hein, malheureusement. C'est une volonté de mettre l'application en noir qui dénote un peu justement avec votre site qui est vraiment blanc et vert. L'application en noir, c'est-à-dire? L'application ressort en noir et vert chez moi. Le logo, il est plutôt noir, blanc et vert. Mais après, Ouais. le fond, c'est toujours plutôt blanc. C'est blanc. Alors peut-être c'est un problème de paramétrage de mon côté. Voilà, c'était une question que je me posais. Ok. Super, merci. Et pour l'activité de Yop, elle est sur Montpellier et sur Toulouse. Les clients, ils sont sur Montpellier et Toulouse ou c'est aussi national? C'est national. On travaille avec pas mal de clients sur Paris aussi, Ouais. essentiellement, hein, sur la partie centre de service. Justement, Et, les parties mutuelles bancaires, on est pas mal sur Paris et aussi en Occitanie. Voilà. Là, sur Montpellier, on travaille avec la Poste, le groupe La Poste, pour leur application Colissimo. Et sur Toulouse, Crédit Agricole, Groupama. Et pour sur se Paris, Mutuelle développer à Inter. Paris, Oui, c'est bien d'avoir comment vous avez fait pour aller à Paris? à bouche-oreille, clairement. On est vraiment allé sur opportunité. Hein. Voilà. On a, bon, bien sûr, on faisait des salons, de la prospection ou autre, mais ce qui paye le plus, c'est justement ce lien qu'il y a entre les décideurs et qui permet de se recommander. Ouais, bah, je fais événements à Paris. Je crois que ça coupe. Excuse-moi, pardon. Mathilde, ça a coupé. Est-ce que Ça tu coupe, peux répéter? Ouais, j'ai mon associé qui est à Paris, événement aussi là-bas, et le fait d'être présent physiquement, ça aide à avoir un réseau à Paris. Tous nos clients, ils sont à Paris. Alors, ton associé est physiquement à Paris et ça aide du coup à avoir du réseau à Paris, si j'ai bien entendu. C'est une Et question moi, ou c'est une affirmation? non, c'est une affirmation, le fait que moi, je participe aussi beaucoup à beaucoup d'événements et des salons à Paris. Ça aide à avoir un réseau. Que là, depuis mars, je n'y suis pas allée et c'est plus difficile. Alors, je fais des salons en visio, mais C'est pas bon, pareil. non. Ouais, bah c'est une lapalissade. Hein. C'est sûr qu'à un moment, c'est comme quand une boîte parisienne décide de se développer en province. S'il n'est pas physiquement présent, il aura plus de mal à faire du business. Hein. Et encore plus s'il ne fait pas travailler quelqu'un du cru. Oui, ben oui. Ce qui n'est pas le cas à Paris. Hein. À Paris, Non. que tu viennes de Marseille, que tu viennes de Montpellier, de Toulouse, de Biarritz, de Lille, enfin peu importe, c'est tellement cosmopolite que, au contraire, les Parisiens, quand on a quelqu'un qui a l'accent chantant, ça nous fait beaucoup plus plaisir de l'entendre, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'autre sens. L'accent est une fois moins apprécié. Mais bon. Mais oui, il faut être présent. Il faut juste avoir un point de rencontre et qui soit un bureau, prendre un rendez-vous dans un hôtel, un espace de coworking ou ainsi de suite, juste pour réunir les gens, pour qu'ils se disent ah oui, c'est quand même une petite, même si c'est pas une boîte qui est très vieille, ils sont bien établis, quoi. Ça rassure. C'est con, mais ça rassure. Alors là, on va finir sur cette belle citation. C'est con, mais ça rassure. Alors, je pense que c'est génial pour finir. On va même café connecté numéro 4. C'est con, mais ça rassure. Alors, on arrive au bout du timing. Hein, c'est le jeu aussi. Alors, on a eu des problèmes, des incidents techniques, mais ça, on a fait face et on a un peu prolongé.
Du coup, c'est pour ça que c'était un peu plus long aujourd'hui. Mais je pense que c'était très constructif. Si je résume, on a parlé plein de choses différentes, business model, client, trésorerie, rentabilité, données personnelles, d'applications et des magasins physiques. C'était très, très large. Il y a eu plein de choses qui ont été abordées. J'espère que ça a plu aussi au public et que les experts vous êtes fait plaisir, que les entreprises, vous avez pu aussi apprendre des choses pour pouvoir grandir. Merci beaucoup Olivier et Yannick d'avoir été là pour apporter votre expertise. Merci Hélène et Mathilde de nous avoir fait découvrir vos entreprises qui sont super intéressantes. J'ai déjà mis dans la conversation du Zoom le lien pour vous inscrire au prochain Café Connecté. Donc c'est le mois prochain, c'est le 26 novembre. Donc il y a le lien Zoom et on va le publier aussi sur les réseaux sociaux. Le replay de ce Café Connecté sera aussi sur la chaîne YouTube de Bureau & Co. Dès qu'on a récupéré, dès qu'on l'a implémenté sur YouTube. Je vous inviterai donc bien sûr à partager ce replay aux personnes qui pourraient être intéressées pour toutes ces informations. C'est toujours intéressant d'avoir des retours aussi et des questionnements qu'on a sur les autres startups et sur les autres boîtes. Merci à vous. Le 26 novembre. On se rejoint aussi dans le groupe Facebook. On a un groupe Facebook, les Cafés Connectés. Je vous ai mis le lien aussi sur la conversation. Mais de toute façon, si vous voulez nous retrouver, les Cafés Connectés sur Facebook, il y a un groupe, on vous accepte et on peut continuer ces conversations. On peut échanger. À chaque fois, il y a des gens qui arrivent finalement à présenter d'autres personnes. Et je vais finir là-dessus. On est ravis d'avoir eu un Parisien dans nos échanges Montpellier-Toulouse. Et puis, à bientôt. Et moi, je vous attends à Paris. N'hésitez pas à venir vous installer dans la capitale. Avec plaisir. On y réfléchit. Un bureau à la serre. Et j'espère bien. Vous ferez du toboggan. Allez. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Hicham, merci à vous. Et Julie qui sont à la tête de la technique du Zoom. Vous pouvez finalement finir l'enregistrement dès que vous le souhaitez. Très bien. Allez, merci. À très bientôt. Merci.